Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 août 2026 et notre cher ami, notre frère Pepe Escobar est avec nous. Bienvenue, Pepe. Eh bien, avec vous, vous êtes toujours le bienvenu pour me parler. Ravi de vous voir, Nima. Il fait très beau ici. Je suis dans mon jardin, dans le nord-est de la Thaïlande. Il y a une légère brise derrière moi. C'est une belle journée. Et bien sûr, des nuages noirs qui arrivent. C'est l'histoire de nos vies. Je plaisantais, c'est tout. J'adore. Vous êtes passé directement au portugais. J'adore ça. Pepe, laissez-moi commencer par ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis et par les nouveaux articles d'Axios. Ils disent que l'Iran et Oman seraient sur le point de parvenir à une sorte d'accord. Ensuite, il y aurait une désescalade. Le résultat serait la réouverture du détroit d'Ormuz. Or, nous savons que ces deux sujets ne vont pas forcément ensemble. L'un concerne l'Iran et les États-Unis, l'autre l'Iran et Oman. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe actuellement entre les deux parties? Eh bien, Larry et moi. Enfin, je pense que lundi, Larry n'y était pas. Je crois que j'étais seul, parce qu'il avait un... En fait, dès lundi, nous révélions déjà cette information, qui relève d'une discussion technique. Il y a des techniciens iraniens et des techniciens omanais, et ils discutent activement des nouvelles modalités. C'est un arrangement temporaire. Donc ce n'est pas le protocole d'accord, et ce n'est pas un accord. C'est un arrangement temporaire. Et tout ce qui navigue à l'intérieur, en direction du détroit d'Ormuz, sera contrôlé par l'Iran, selon le mécanisme que tout le monde connaît déjà, en naviguant près de l'île de Keshm avec la marine des gardiens de la Révolution. Il faut payer les frais de gestion administrative, de sécurité humanitaire, ou appelez-les comme vous voulez. Et ensuite, la PGSA donne son feu vert pour l'ensemble du dispositif. Tout ce qui quitterait le golfe Persique pour aller vers le golfe d'Oman, la mer d'Arabie, puis l'Asie, passerait par les eaux territoriales omanaises. Ce serait, disons, sous supervision omanaise. Mais le feu vert final, la supervision finale, serait, une fois de plus, iranien. Donc en substance, l'Iran contrôlerait 100% du passage à l'entrée et disons 50 à 70% du passage à la sortie. Et c'est pratiquement conclu. Les meilleures informations dont nous disposons aujourd'hui, mercredi, indiquent qu'ils sont sur le point de finaliser cela. Cela n'a rien à voir avec ce que disent les grands médias américains, selon lesquels Trump va annoncer un accord qui ouvrira le détroit d'Ormuz. Non, et c'est très très important pour notre audience. Aucun Américain n'a participé à cette discussion technique entre l'Iran et Oman. Donc voilà où en sont les choses à ce stade. D'accord. Il pourrait donc y avoir une annonce d'ici la fin de cette semaine. C'est tout à fait possible. Ça pourrait même être vendredi. Vendredi est une date très intéressante, Nima, parce que c'est une information que Larry et moi avons aussi révélée lundi sur notre chaîne. Transition protocole. Ishaq Dar a invité Arakchi à se rendre de nouveau à Islamabad. Et devinez quoi? C'est pratiquement confirmé que ce sera vendredi. Arakchi sera donc probablement à Islamabad vendredi. Des discussions très sérieuses porteront sur l'ensemble de la médiation, sur le détroit d'Ormuz. Et puis bien sûr, notre grand ami, le chat, pas encore tout à fait mort. Le protocole d'accord. C'était un chat mort, puis un chat réanimé, un chat qui refusait de mourir. Pour l'instant, c'est le chat qui refuse de mourir. Donc, évidemment, ils vont en discuter. D'accord, quelles sont les prochaines étapes? Vendredi, à Islamabad, avec tout le monde du Pakistan. Tout le monde sera là, le Premier ministre, Asim Munir, tout ce que vous voulez. Donc il y a une dynamique diplomatique, des discussions techniques, une dynamique. Et tout ça après qu'on l'a présenté comme les portes de l'enfer, n'est-ce pas?
L'opération américaine visant à recommencer à bombarder l'Iran a été annulée ce week-end par le président des États-Unis parce que, eh bien, quelqu'un avec un QI supérieur à la température de la pièce, des généraux, son entourage proche, il n'y en a pas beaucoup. Mais quelqu'un a fini par lui faire comprendre la gravité de la situation actuelle. Aucun des alliés vassaux ne soutiendrait une reprise de la guerre. En réalité, il faisait fortement pression sur lui pour qu'il ne fasse rien de stupide. Il n'y avait pas seulement MBS qui appelait Trump directement au téléphone, mais aussi des pressions en coulisses de la part du Qatar et des Émirats arabes unis. Les généraux lui disaient « Écoutez, il ne nous reste plus rien. Nous n'avons plus de Patriots, nous n'avons plus de THAAD, nous avons moins que 0. Et l'élément le plus important, les bases là-bas sont pratiquement détruites. » Dans tout le golfe Persique, à Erbil, au Kurdistan irakien, et sur ces 2 bases en Jordanie, l'Iran a frappé jour après jour pendant environ 2 semaines. Donc voilà, y a-t-il une porte de sortie? Eh bien, la porte de sortie est toujours là. C'est le chat mort. Trump doit donc enfin comprendre que s'il ne revient pas au protocole d'accord, l'Iran peut continuer à repousser toute résolution jusqu'à la fin des temps. Ils ne sont pas pressés. Ils font tourner l'horloge. Et ils savent que Trump et l'administration Trump, eux, luttent contre le temps. Donc, Nima, ces derniers jours, ça n'a pas beaucoup changé. Sauf que nous avons au moins les canaux diplomatiques. Ils ont repris les négociations. Ils sont de retour à la table. Je pense que ce qui se passe, Pepe, avec la combinaison du Yémen et de l'Iran, même si on part du principe qu'ils vont obtenir quelque chose, est-ce que vous pensez que, concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz, concentrons-nous là-dessus, ils ont un calendrier en tête? Je parle des États-Unis, pas de l'Iran, parce que tout dépend de la manière dont les États-Unis vont réagir. Vous savez, vont-ils respecter les termes du protocole d'accord, comme cela a été mentionné plus tôt? Ou vont-ils revenir à cette tentative de s'immiscer dans ce projet Freedom qu'ils menaient depuis le début? Bien sûr, ils vont tenter de s'infiltrer, d'interférer, de harceler, de modifier les termes, et ainsi de suite. C'est ce qu'ils font, Nima. Ils ne respectent aucune forme d'accord, qu'il soit écrit, oral, diplomatique, peu importe. Et bien sûr, dans un cadre conceptuel plus large, s'ils acceptent ce que l'Iran et Oman sont en train de discuter, et qu'un accord mutuel est conclu entre Téhéran et Mascate, du point de vue des desseins hégémoniques des États-Unis, ce serait un désastre majeur, une humiliation majeure. Et cela sera perçu comme une humiliation majeure, non seulement en Asie occidentale, mais partout dans le monde, dans l'ensemble du Sud global, dans le monde arabe, dans le monde islamique, au sein des BRICS, partout. Parce que cela signifie que la soi-disant superpuissance hégémonique unilatérale ne peut pas contrôler un point de passage stratégique du pétrole. Or, c'était le motif initial de la guerre. La guerre, comme vous le savez très bien, n'a jamais porté sur le dossier nucléaire iranien. C'est une guerre du pétrole. C'est une guerre pour le contrôle d'un point de passage stratégique du pétrole. C'est une guerre pour contrôler un point de passage pétrolier où les paiements se faisaient dans des monnaies autres que le dollar américain, surtout en yuan. Et avant cela, c'était encore plus fou. Le détroit d'Ormuz était en substance en libre navigation. Aujourd'hui, la navigation y est libre, mais soumise aux droits iraniens et au contrôle iranien. Ce n'était pas la situation le 28 février. Donc l'humiliation est absolument monumentale, quelle que soit la manière dont ils essaient de la présenter. Bien sûr, l'administration Trump va tenter de noyer ça sous un flot de communication, mais ils ne peuvent pas le vendre comme une victoire. Ils ne peuvent pas le vendre comme un accord,
C'est absolument impossible. Donc si cela se produit dans les prochains jours, c'est déjà une première bombe. Et évidemment, ils vont essayer de faire voler en éclats les termes de cet accord entre Oman et l'Iran, bien sûr. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Mais quels moyens de pression ont-ils à ce stade? Aucun. Ils n'ont pas d'armes, ils ne peuvent pas envahir. Tous les navires et les alliés sont contre eux. Et il y a la fameuse échéance de la réserve stratégique de pétrole qui arrive dans un peu plus d'une semaine. Nous sommes à la mi-août. Aujourd'hui, c'est dans 10 jours, en substance. C'est littéralement imminent. Il ne peut donc rien faire pour modifier ces impératifs. Et ce sont des impératifs sur le terrain, sur le marché du pétrole, sur le marché obligataire, et ainsi de suite. On imagine à peine le degré de colère. Ce n'est pas seulement de la frustration. C'est un narcissique extrême, encore plus en colère que d'habitude, parce qu'il voit la défaite, une défaite stratégique, droit devant lui, et il ne peut rien faire pour changer le scénario. Il va donc continuer à être très très dangereux, Nima. Et nous le savons. Cela signifie que toute décision stupide, prise sur un coup de tête, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, restera possible. Malheureusement. Pépé, dans le cas du Yémen, je ne sais pas si le seul gouvernement qui, à mon avis, peut avoir une certaine compréhension de ce que fait l'Arabie saoudite, ce serait le gouvernement pakistanais. Il leur demanderait « Nous avons un accord militaire avec vous, mais qu'est-ce que vous fichez, bon sang ?» Qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Exactement. C'est exactement ça, Nima. Et nous avons reçu une confirmation des médiateurs pakistanais. Appelons ça la table brisée du protocole d'accord, parce que cette table n'existe pas. Pour l'instant, elle n'existe pas. Peut-être qu'elle reviendra dans quelques jours, mais pour le moment, il n'y a pas de table. Mais les gars qui faisaient le gros du travail, qui bossaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le canal de médiation, nous ont dit que le Pakistan avait officiellement dit aux Saoudiens. On peut l'interpréter comme le ministre des Affaires étrangères, Dar, disant au prince Faisal, le ministre saoudien des Affaires étrangères, ou même comme Asim Munir, appelant lui-même MBS. Après tout, ils ont leur propre canal direct et lui disant « Reculez, nous n'allons pas nous engager dans la stupidité que vous faites vis-à-vis d'Ansar Allah et des forces armées yéménites. Nous avons un pacte de défense mutuelle. Ce que vous faites n'est pas de la défense. » Donc apparemment, Nima, pour le moment, les Saoudiens ne font rien. Mais vous savez, tout peut arriver. Et évidemment, Ansar Allah a le doigt sur la gâchette et sur ses excellents missiles balistiques, vous savez. Riyad ferait donc mieux de réfléchir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, avant de faire quoi que ce soit de stupide. Apparemment, une fois encore, ils soutiennent toutes ces négociations techniques et la possibilité de reprendre le protocole d'accord plus tard. Cela signifie donc qu'ils soutiennent ce que font les Pakistanais, les Omanais et les Qataris. Mais c'est de pure forme. Aucun d'entre nous, et en fait personne, ne peut faire confiance à la maison des Saouds. Point final. Et personne ne peut faire confiance à MBS. Point final. Donc tout cela reste en suspens. Mais je pense qu'ils ont appris. Apparemment, ils ont appris leur leçon de la réponse yéménite à cette attaque contre la piste de l'aéroport de Sanaa. Le message du Yémen était très explicite. C'est le moins qu'on puisse dire. Il me semble que l'Iran va les attaquer, vous savez. Parce qu'hier, c'était le dernier jour de l'Arbaïn. Le dernier jour de l'Arbaïn, exactement. Et les Irakiens, en fait, le message des Irakiens, des Hashd al-Shaabi, de différents groupes, des Kataeb Hezbollah, c'était « Écoutez, pendant l'Arbaïn, nous ne faisons rien. Après l'Arbaïn, c'est une autre histoire, parce que vous nous avez attaqués, vous nous avez bombardés, vous avez tué certains des nôtres en Arabie Saoudite. Il y aura donc une réponse,
peut-être pas maintenant, peut-être plus tard, de manière asymétrique. Mais il y aura une réponse. Later, asymmetric, but there will be a response. Yeah. Il y en avait hier. Allez-y. No, no, no. Non, non, non. J'ajoute simplement ceci. C'était une attaque conjointe des États-Unis et de l'Arabie saoudite contre l'Irak. Ce n'était pas seulement les Saoudiens, c'était les Américains et les Saoudiens. Ce qui est tellement étrange, Pepe, c'est que l'Arabie saoudite a contacté l'Iran. Ils ont dit aux Iraniens que ce n'était pas l'Arabie saoudite, mais les États-Unis qui attaquaient l'Irak. Ils viennent juste d'attaquer un entrepôt en Irak. Ils n'ont attaqué aucune de ces cibles. Ils n'ont tué personne. Et c'était uniquement des avions de chasse américains qui s'y rendaient et frappaient les cibles. Est-ce que c'est, en quelque sorte... Vous savez, comment est-ce que vous comprenez ce pays? It could be cowardice or this Cela peut être de la lâcheté, ou alors, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Les Irakiens savent exactement ce qui les a attaqués. Ils vont examiner les munitions, vous savez, ils vont analyser ce qui s'est passé dans leur espace aérien, et ainsi de suite. Donc ils le sauront. Bien sûr, à ce stade, ils savent déjà qui les a attaqués. Si c'était seulement les Américains, ou s'il s'agissait d'une attaque conjointe des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Mais les Saoudiens ont peur des conséquences, comme au Yémen. Vous imaginez qu'ils aient ouvert 2 fronts en même temps? Il faut être complètement stupide pour faire ça. Mais si c'était eux, c'est essentiellement ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert un front avec le Yémen et un front avec l'Irak. a front with Yemen and a front with Iraq. And they have absolutely no chance of defending themselves against both. Et ils ont absolument aucune chance de se défendre contre les deux. Et c'est le problème supplémentaire, Nima, parce que la maison des Saouds est tellement opaque que personne ne connaît son processus de décision, ni son fonctionnement. Surtout parce qu'il n'y a pas de véritable processus de décision. Tout dépend de MBS. Il y a un seul homme qui décide de tout. Donc on ne connaît pas les motivations. On ne sait pas comment ils s'y prennent. On ne sait pas qui il conseille. Enfin, vous voyez, toute cette affaire est très, très, très délicate. Ces derniers mouvements semblent donc indiquer qu'ils ont reconsidéré ce qu'ils avaient fait. Ils ont une peur bleue. L'appel téléphonique de MBS à Trump était apparemment très, très musclé. Trump apparently was something very, very hardcore. There's no way, once again, to have any. Encore une fois, il n'y a aucun moyen d'en avoir la confirmation. Et ces gens qui se font passer pour des journalistes aux États-Unis, c'est une blague. Ils n'y connaissent rien. Ils inventent des trucs. Donc ils ne savent pas exactement ce que MBS a dit à Trump. Une possibilité, c'est que MBS ait dit « Écoutez, si vous faites ça, il y aura des répercussions. » En matière de contournement du pétrodollar, par exemple. Ou bien, nous nous débarrasserons de nos obligations du Trésor américain. Ça peut être n'importe quoi, ou toute une liste de mesures qu'ils pourraient prendre dans ce cas pour se défendre. Mais ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Tout leur argent est placé à Londres et à New York, littéralement. Ils n'ont pas d'argent en Arabie saoudite, moins que 0. Donc c'est compliqué. So it's complicated. It's hard to imagine how naive and how. C'est difficile d'imaginer à quel point ils étaient naïfs et mal préparés pour commencer à se dire qu'ils pouvaient « Ah, si on temporise sans arrêt ». Et qu'en plus on a un pacte de défense avec le Pakistan va nous sauver les fesses si on fait quelque chose de stupide. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cela prouve qu'ils n'ont pas, contrairement à l'Iran, ils sont incapables de penser de manière stratégique, en réalité. Ils n'ont pas un groupe de personnes très instruites, des codes arabes, islamiques, occidentaux, et ainsi de suite, pour élaborer une stratégie très très bien organisée et coordonnée, comme c'est le cas en Iran. À Riyad, ça ne fonctionne pas comme ça. À leur détriment, n'est-ce pas, Nima? Ils paient le prix de leur folie. To their detriment, right, Nima? They are paying the price for their follies.
Si je me mettais à la place de tous ces gouvernements des pays du CCG, même de l'Iran, je dirais en prenant simplement du recul et en regardant ce qui se passe aujourd'hui. Tout joue en faveur d'Israël, Pepe. Tout est en train de se produire. Les États-Unis et l'Iran se battent l'un contre l'autre. Ils s'entretuent. Les pays du CCG sont pilonnés par des missiles iraniens. L'Iran est pilonné par des missiles américains. Et en ce moment, ce que fait l'Arabie saoudite s'inscrit totalement dans l'agenda israélien pour la région. Étendre la guerre, créer de nouvelles sortes de fronts entre les gouvernements de la région. C'est pour ça que, quand je pense au gouvernement saoudien, aux dirigeants, au prince héritier d'Arabie saoudite, je me demande, comment peut-on imaginer une chose pareille? Quelqu'un qui vit dans une maison de verre peut-il imaginer ça? Oui, une maison de verre et un château de cartes. Oui, c'est une maison de verre qui jette des pierres sur les Yéménites, qui sont par exemple les maîtres du combat à coups de pierre. Absolument, absolument. Et on ne parle même pas des Émirats arabes unis. Vous avez remarqué que les Émirats sont désormais en dehors de tout. Pour l'instant, ils restent neutres et discrets. C'est très très important. Encore une fois, nos amis pakistanais n'arrêtaient pas de nous le dire. Ils l'ont dit à Larry et à moi, je crois, il y a 1 mois et demi, ce qui est long. Attendez simplement. D'ici la fin de l'année, les Émirats reviendront à la table des négociations, où ils viendront. Peut-être que ça a déjà commencé. Peut-être qu'ils ont beaucoup de conseillers très intelligents à Abu Dhabi et à Dubaï. C'est certain, ils sont payés des fortunes. Alors peut-être que certains de ces conseillers disent « Écoutez, vous ne pouvez pas aller à contre-courant. » Et le courant, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui contrôle le courant. Vous ne pouvez pas aller contre lui, sinon vous allez gravement en souffrir. Et ils savent ce que vous avez fait pendant la guerre. Winning. Et ils ont l'oath. And they know what you did during the war. So there will be payback. So we suggest that you try to start thinking of an accommodation. Nous vous suggérons donc d'essayer de commencer à envisager un accommodement. Peut-être que nous entrons déjà dans cette phase. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que les Pakistanais disaient, vous savez, il y a des semaines. Je me suis dit, eh bien, ils avaient déjà compris que ce serait inévitable, parce qu'ils parlent à tout le monde. Ils parlent aux Qataris, aux Omanais, aux Américains, aux Iraniens, aux Turcs. Ils ont donc une assez bonne vision d'ensemble de l'évolution de l'échiquier. Et évidemment, pour la préservation des Émirats arabes unis, c'est essentiel. Ils ont besoin de cet accommodement avec l'Iran, au moins de ne pas lui être ouvertement antagonistes. Ils ont besoin d'un accommodement. Sinon, ils deviendront une cible légitime. Et c'est peut-être ce que ces conseillers ont fini par dire à MBZ. Attention, vous pouvez devenir une cible légitime comme ça. Be careful. You can become a legitimate target just like that. So I think this all gives an idea to. Donc je pense que tout cela nous donne à tous, à vous tous, notre public, une idée de la façon dont de petits détails peuvent complètement déplacer l'échiquier. Vous savez, un seul coup de téléphone et ces derniers jours ont été fous. Depuis samedi, il y a eu une avalanche d'appels. Rappelez-vous, tout le monde s'attendait à une attaque contre l'Iran samedi soir. Alors les appels ont commencé samedi. Samedi, dimanche, lundi, mardi, sans arrêt, tout le monde appelait tout le monde. Ils essayent donc de trouver une sorte d'arrangement. On voit apparaître ici et là de petits éléments, comme la discussion technique entre l'Iran et Oman. Mais en coulisses, tous les acteurs du CCG, ainsi que l'Égypte, la Jordanie et la Turquie, eux aussi, se parlent tous. Et c'est une bonne chose d'avoir ce canal en ligne. C'est un canal privilégié. This is a privileged channel. Munir and MBS. Munir et MBS. C'est un canal très privilégié. C'est formidable que parfois nous ayons des fuites à ce sujet. Mais évidemment, ils ne peuvent pas nous dire ce dont ils discutent réellement, parce qu'après tout, ils ont un pacte de défense mutuelle. Mais l'importance de Munir en ce moment, quoi que vous pensiez de Munir, je veux que ce soit très très clair pour vous, pour notre public, pour les personnes qui sympathisent avec l'Iran. Le fait que Larry et moi
ayons ce type d'information ne signifie pas que nous soutenons le gouvernement pakistanais. Cela doit être très très clair. Larry et moi nous intéressions à la qualité du renseignement. Donc, si nous avons accès à des informations du genre « Munir a appelé MBS et lui a dit ceci ou cela », alors évidemment c'est une mine d'or. Personne n'a ce genre d'informations. C'est cela qui nous intéresse. So this is our interest. And so far, the mediators, Et jusqu'ici, les médiateurs pakistanais qui nous transmettent des informations ont été très fiables. Il y a bien sûr 2 ou 3 éléments qui sont un peu à côté de la plaque. Alors on redemande, jusqu'à obtenir une confirmation. Ensuite, on essaye d'en obtenir une de Téhéran, et ainsi de suite. Mais les renseignements bruts qu'ils nous transmettent sont, la plupart du temps, d'une fiabilité à toute épreuve. Donc, il est important de comprendre que ces canaux diplomatiques et ces appels téléphoniques, vous savez, tournent à plein régime. Et ils le doivent, n'est-ce pas, Nima? Parce qu'au bout du compte, il faut présenter quelque chose de solide, de tangible et d'irréfutable à ce lunatique absolu qui se fait passer pour le président des États-Unis. Et tout le monde le sait. Et si ça ne lui plaît pas, à cause de son ego ou je ne sais quoi, il va encore renverser l'échiquier. C'est ça? smashing the chessboard all over again. Right? Pepe, what is the communication between Pepe, quelles sont les communications entre le Pakistan et les États-Unis? Quels sont, à leurs yeux, les objectifs immédiats et les objectifs à long terme? Il me semble qu'il a été rapporté que les États-Unis poussent, à ce stade, à des négociations sur le programme nucléaire iranien. Est-ce bien le cas? Was that the case? Yes, and that's the problem because the mediators are trying to explain to Oui, et c'est bien le problème. Parce que les médiateurs essayent d'expliquer aux Américains, écoutez, l'Iran, voici sa liste de priorités, et elle n'a jamais changé. Depuis des semaines, en fait, depuis 2 mois, tout est là, dans l'ordre des étapes. C'est donc une tâche terrible pour les médiateurs pakistanais, parce qu'ils doivent appeler la Maison-Blanche ou des proches de Trump et dire « Écoutez, encore une fois, vous voulez revenir à une forme de négociation, donc vous devez revenir au protocole d'accord que vous, les Américains, avez rompu. » Les Iraniens nous ont dit « Écoutez, nous pourrions revenir au protocole d'accord si les Américains commencent à respecter les engagements qu'ils avaient pris avant et après la signature du protocole. » C'est donc un cercle vicieux. Et la position iranienne, tout le monde la connaît. Et tout le monde connaît la liste des priorités. Mettre fin à toutes les guerres, Hormuz, suivre l'argent, nous payer ce que vous nous devez. Follow the money, pay us what you owe us, and then at the last stage we talk about the Et puis, à la toute dernière étape, on parle du dossier nucléaire. Et les Américains veulent commencer par le dossier nucléaire. Ils n'ont toujours pas compris que c'est absolument hors de question. Les Iraniens ne diront jamais « D'accord, on attend. On va attendre que vous finissiez enfin par comprendre ce qu'on dit. » On revient toujours au même point, encore et encore. Donc la position iranienne reste la même. Ils expliquent une nouvelle fois leur position, encore et encore, aux Pakistanais. Les Pakistanais réexpliquent la position iranienne aux Américains. Et les Américains continuent de tout mettre à l'envers. C'est le processus de négociation dans l'ombre. C'est ce qui se passe jusqu'à ce que quelqu'un dans l'administration Trump dise « D'accord, arrêtons la guerre. Donnons-leur au moins un peu d'argent. » Et alors on commence à discuter. Pour le moment, on n'en est pas là. On en est très très loin. Très, très loin de ça. very, very far away. Very, very far from that. Who's the Qui est le négociateur du côté de l'administration Trump? Est-ce J.D. Vance? Est-ce quelqu'un d'autre? someone else? Who's This is a very good question, Nima, because C'est une très bonne question, Nima, parce que ce n'est plus blanc-bonnet et bonnet blanc, évidemment. Et la dernière délégation américaine qui s'est rendue à Islamabad et à Rawalpindi la semaine dernière, ça nous l'avons appris par l'un des médiateurs. Nous n'avions qu'une seule source pour nous le dire, mais cet homme était présent à la négociation. Donc il était sur place, il a vu les Américains et il a dit « Ah, ce ne sont pas les visages habituels. »
Il a donc immédiatement compris que cela venait du bureau de J.D. Vance. Il est donc raisonnable de supposer, encore une fois, il n'y a aucune confirmation, que les Américains qui reviennent lentement à la table des négociations sont des gens de J.D. Vance. Et il y a une raison supplémentaire, Nima. Comme vous le savez très bien, les Iraniens ont moins que zéro confiance en Witkoff et Kushner. Et ils ont déjà dit, nous n'allons plus parler à ces clowns. Tout le monde le sait. And they already said, we're not going to talk to these clowns anymore. Everybody knows that. Witkoff told Smotrich and he's not- Witkoff a dit à Smotrich, et il ne va pas les cesser. Il qualifie les Gazaouis de nazis. He said, I will let them. Il a dit, il a qualifié les Gazaouis de nazis. Vous avez raison, évidemment, on ne peut pas négocier avec quelqu'un comme ça. C'est évident, vous savez. C'est incroyable. À mon avis, il est plus radical que Benjamin Netanyahou. Il est juste en train de faire... In my opinion. It's just making Absolument, oui, oui. Yes. calling the civilians in Gaza. Traiter les civils de Gaza de nazis. Can you imagine Comment peut-on imaginer que quelqu'un aille aussi loin? going that far? Le fait est, Pepe, que l'un des points importants, c'est que la dernière rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump ne s'est pas si bien passée. Between Benjamin Netanyahu and Donald Trump didn't went that well. Oh no, it was horrible. It went downhill, literally. Yes. Oh non, You're right. c'était horrible. Ça a dégringolé, littéralement. Oui, vous avez raison. Well, Il n'a rien obtenu. it's good for humanity. Bon, c'est une bonne chose pour l'humanité, si l'on veut avoir une vision plus large de ce qui s'est passé. But this doesn't mean that Mais ça ne veut pas dire que la pression sur Trump va cesser. Pas du tout. Ils vont continuer à faire pression sur lui, bien sûr, avec tout ce qu'ils ont, les éléments compromettants qu'ils ont certainement, tout ce que vous voulez, les donateurs sionistes, tout ce que vous voulez, tout. Mais le point essentiel maintenant, c'est que la fenêtre dont dispose Trump pour faire quoi que ce soit a pratiquement, je dirais, disparu à 99%. Il lui reste encore quelques jours avant la ligne rouge de l'épuisement de la réserve stratégique de pétrole à la mi-août. Mais que va-t-il faire pendant ces quelques jours? Il ne peut rien faire pendant ces quelques jours. But what is going to do in these few days? There's nothing he can do in these few days. So he can brag, he can vociferate, he can go roar. Alors il peut se vanter, il peut vociférer, il peut faire rugissement. Les Iraniens ne sont pas impressionnés. Pour notre public, si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne Telegram. J'y ai publié le lien vers un très bon article du New Yorker sur Roy Cohn. Roy Cohn, c'était le mafieux juif qui a appris à Donald Trump tout ce qu'il sait. Il est donc important que vous lisiez tout cet article. Il est très bon. En fait, c'est un extrait d'un livre. Je pense que ce livre est déjà paru aux États-Unis. Il explique en détail comment Trump pense et prend ses décisions. Et il n'a pas appris ça tout seul, parce que c'est un piètre élève en tout, mais il a été un élève très assidu de Roy Cohn lui-même, qui lui a appris toutes les ficelles. Roy Cohn himself, who taught him all the tricks. Like never concede a defeat. Ne jamais reconnaître sa défaite, toujours se vanter, toujours parler très très fort, toujours tout mettre dans les médias, maîtriser l'art de la communication et ne jamais admettre la défaite. Ne jamais admettre la défaite et ne jamais admettre qu'on a tort. Voilà comment pense Donald Trump. Et évidemment, les Iraniens étaient d'excellents analystes. Ils le savent par cœur et ils savent comment le manœuvrer. C'est ce qu'ils font depuis le début. Ils jouent avec ses émotions et le rendent littéralement fou. Et il ne peut rien y faire, Nima. C'est une technique très sophistiquée, parce que c'est essentiellement un jeu psychologique. Et les Iraniens ont une vaste expérience dans ce domaine. Diplomatique, politique, philosophique. Ils sont tout à fait prêts à le réduire à un amas d'atomes qui se battent entre eux. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Atoms fighting each other, which is what he is now. Je vais justement parler de l'homme que vous venez de mentionner. Oui, voici une image de lui aux côtés de Donald Trump. You bet, yes. Yeah. Absolument. Oui. Donc il a tout appris à Trump, Nima. Trump ne savait rien quand il était à l'université. Il n'a rien appris des gens très intelligents qui opéraient à New York.
Il a trouvé ce type et ce type est devenu son mentor et il est devenu son protégé. Il a tout appris de ce mafieux, un type mafieux très très dangereux. Donc en fait, il est très facile d'entrer dans la tête de Trump. So it's very easy to get inside Trump's mind, in fact. Pepe, Donald Trump went after Pepe, Exxon and Donald Trump s'en est pris à Exxon et Chevron aux États-Unis. Ces gens gagnent beaucoup d'argent. Ils ne contribuent pas à résoudre la situation actuelle concernant le prix de l'essence aux États-Unis. Il veut qu'ils fassent quelque chose face à la hausse du prix de l'essence aux États-Unis. Mais ils ne font rien, en gros, a-t-il dit. À cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, à cause des pénuries, ils gagnent beaucoup d'argent. Je suis content, parce que je suis avec vous. Mais aujourd'hui, vous devez faire quelque chose. Quand il s'en prend à ces gens qui l'ont soutenu, qui ont tout fait pour lui, et que maintenant il se retourne contre eux, à cause de la situation désespérée dans laquelle il se trouve, et qu'il a besoin que tout le monde vienne l'aider. Cela nous montre qu'il est vraiment dans une situation très difficile. Est-ce que cela veut dire qu'il va trouver une solution à ce problème? Does that mean that he's gonna find a solution for that? Or Non, Je vous en prie. No, you won't find a solution. non, il ne trouvera pas de solution. La réponse la plus courte à votre remarque, qui est tout à fait juste, c'est la façon de penser de Donald Trump. Toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qu'il fait. En accusant Chevron, ExxonMobil, tout le monde, il rejette toujours la faute sur quelqu'un d'autre. C'est lui qui a provoqué toute cette situation. Tout ce qui arrive à l'économie américaine, à ses copains escrocs, à l'économie mondiale, c'est sa décision. Et il ne pourra jamais assumer sa décision, parce que c'est un lâche. Et il a appris ça de Roy Cohn. Toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ne jamais reconnaître une erreur ou une défaite. Dans ce cas, c'est encore pire. A mistake or defeat. In this case, it's even worse. It's a mistake that led to a strategic defeat. C'est une erreur qui a conduit à une défaite stratégique. C'est encore plus grave. Ce n'est pas une opération immobilière qui tourne mal à Manhattan. Là, il s'agit de l'économie américaine et de l'économie mondiale. C'est extrêmement grave et c'est le résultat de son erreur et de sa décision. Alors, il doit trouver des boucs émissaires. Vous vous souvenez, il y a quoi? 2 mois? 3 mois? Oui, je pense que vers la fin de la guerre des 40 jours, il cherchait déjà des boucs émissaires. Et à l'époque, l'un d'eux, c'était Vance. Je suis sûr que vous vous en souvenez. Il essayait de faire porter à Vance la responsabilité de tout ce qui avait mal tourné. He was trying to blame Vance for everything went wrong. he said Il l'a dit. Il l'a vraiment dit. Oui, exactement, exactement. Exactly. So, C'est tout. you know, once you Une fois qu'on comprend sa façon de penser, tout s'explique. makes sense. Manipulation of Wall Street and the oil market. La manipulation de Wall Street et des marchés pétroliers, le timing de ses vociférations sur Truth Social, tout est très prévisible. Et les gens savent déjà comment il réfléchit et comment il prend ses décisions. Donc vraiment, quel que soit l'angle sous lequel on regarde, c'est une impasse pour lui. Mais comme il est toujours président des États-Unis, il a des pouvoirs illimités et il est comme un volcan. Quelque chose d'encore plus horrible que ce qui s'est déjà passé peut encore arriver. C'est ça le problème, vous savez. Ne vous attendez pas à ce qu'il ait une révélation sur le chemin de Damas et qu'il dise « Oui, d'accord, j'ai signé le protocole d'accord. Très bien, respectons le protocole d'accord. Voilà l'accord. Le protocole d'accord, c'est déjà l'accord. Alors allons-y. » Non, 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 ça n'arrivera pas. Oubliez ça. Il considère le protocole d'accord comme une défaite. Donc, il doit en changer les termes. Et ensuite, il pourra le présenter comme une victoire. So he has to change the terms and then he can sell it as victory. It's not going to happen. Ça ne va pas arriver. This can go on. Donc ça peut continuer comme ça, Nima, pendant des semaines, des mois. Ça peut aller jusqu'aux élections de mi-mandat. Et là, il prend, vous savez, plusieurs 2 yeux au beurre noir aux élections de mi-mandat. Il devient un président en fin de mandat. Et même en fin de mandat, il peut être dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il sera complètement neutralisé. Non,
ça peut devenir encore plus dangereux. Ah, d'accord, je n'ai plus rien à perdre. D'accord, allons-y à fond. Donc même si on essaie d'adopter, disons, une approche plus légère, c'est très très sérieux et très dangereux, toute cette situation. Il n'y aura pas de procédure de destitution de sitôt. Les républicains ne vont pas se débarrasser de lui. S'il perd les élections de mi-mandat et que les démocrates lancent une procédure, ça va prendre beaucoup de temps. Alors cette histoire d'horreur peut continuer. En 2027 et jusqu'en 2028, c'est terrible. 2027. All the way to 2028. It's terrible. La question serait la suivante. Ces pays du Conseil de coopération du Golfe vont-ils survivre? Oh, that's a very good question. We don't know, Nima. Oh, c'est une très bonne question. On ne sait pas, Nima. Ça dépend de la manière dont ils choisissent de survivre. Donc cette possibilité, pour l'instant, c'est bien sûr celle d'un nouveau parapluie sécuritaire coordonné par le Pakistan et couvrant la plus grande partie du CCG. C'est sur la table. C'est tout à fait possible. Mais comment les Américains vont-ils réagir à ça? Par exemple, le Pakistan peut l'expliquer à l'Iran. Les relations sont très étroites. Et l'Iran peut dire d'accord, tant que vous les gardez sous surveillance et qu'ils ne font rien de bizarre, ça nous va. Mais comment expliquer ça aux Américains? Après cet arrangement entre Oman et l'Iran sur le détroit d'Ormuz, ce serait une deuxième humiliation. Vous ne dirigez plus le CCG. Ce sera un parapluie sécuritaire pakistanais. Waouh! Ensuite, vous avez pratiquement chaque semaine une liste d'humiliations pour l'Empire au fil du temps. C'est un scénario très plausible pour la suite. Un château de cartes. Complètement. La première carte tombe, puis les autres, tout s'effondre. The first one falls, the other ones, woo, the whole thing. Pepe, do you feel that Pepe, avez-vous le sentiment qu'il y a eu une attaque ukrainienne contre un navire turc qui allait de Turquie vers la Russie, ainsi qu'une attaque contre un navire iranien, et que d'une certaine manière, cela concerne deux des pays les plus importants d'Asie occidentale, l'Iran et la Turquie. Nous savons aussi que les Ukrainiens sont d'une certaine façon présents en Irak. Il a été rapporté qu'ils y font quelque chose. Voyez-vous la possibilité que l'Ukraine devienne une sorte de nouvelle Al-Qaïda en Asie occidentale? Al-Qaeda in West Asia? Well, they are already. Eh bien, ils sont déjà Al-Qaïda, non? L'Ukraine, c'est Daesh. L'Ukraine, et ils se comportent comme Daesh. Et ces attaques contre des civils dans la Fédération de Russie, ils attaquent des bus dans la Fédération de Russie. C'est Daesh, du Daesh pur et simple. Donc, cela veut dire qu'il y a une main israélienne derrière tout ça. Et la main israélienne pousse l'Ukraine à étendre la guerre. Ce sont les mêmes guerres, ce qui est absolument fou, parce que maintenant, on a ces guerriers de salon aux États-Unis qui découvrent que les guerres fusionnent. Non, idiot. Les guerres ont toujours été les mêmes. Ce sont deux branches de la même guerre. Les Israéliens adoreraient que cela devienne une seule guerre. Et bien sûr, utiliser les tactiques terroristes ukrainiennes contre la Russie et l'Iran en même temps. Terrorist tactics against Russia and Iran at the same time. There is an element which is not very clear because the Ukrainians. Il y a un élément qui n'est pas très clair, parce que les Ukrainiens ont officiellement présenté leurs excuses à l'Iran en disant que c'était une erreur, ce drone au-dessus d'un navire iranien qui naviguait sur la mer Caspienne. Voyons s'il y a vraiment eu une erreur. D'accord, peut-être que cette fois-ci c'était une erreur. La prochaine fois, peut-être que ce ne sera pas une erreur. Mais mettre la Caspienne au cœur de la guerre. La Caspienne est partagée entre l'Iran au sud et la Russie au nord. Le corridor transcaspien, qui est un corridor de connectivité, le corridor international de transport nord-sud, la Russie, l'Iran, encore une fois, c'est ultra dangereux. Et jusqu'à présent, la Caspienne était plutôt paisible. Donc, si c'est la prochaine étape ukrainienne, la Russie et l'Iran ensemble iront jusqu'au bout pour écraser l'Ukraine. Will go all the way to smash
Ukraine completely. Well, Russia is already L'Ukraine, complètement. Eh bien, la Russie est déjà en route, n'est-ce pas? Leur nouvelle stratégie, l'un des axes de cette nouvelle stratégie, est très simple, et elle est brillante. C'est la neutralisation des ports, la négation de la thalassocratie, la négation de la mer Noire à l'Ukraine. L'Ukraine ne peut plus rien faire en mer Noire. Point final. C'est très simple. Pas besoin d'occuper Odessa ou n'importe quel autre port. Vous savez, empêcher la navigation. C'est tout. C'est donc ce que font les Russes. Et c'est une stratégie brillante. Pourquoi n'y ont-ils pas pensé avant? C'est une question qu'on devrait se poser. La prochaine fois que je serai à Moscou, je poserai directement cette question. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Parce que, pour voir ce qui se passe avec la guerre qui a eu lieu en Asie occidentale, beaucoup de choses se sont produites. Je dirais qu'il y a une contribution réciproque entre les deux guerres. De la guerre en Asie occidentale à la guerre en Ukraine, et de la guerre en Ukraine à l'Asie occidentale. C'est pour ça que vous l'avez mentionné, vous l'avez dit, c'est toute la même guerre. Oui, c'est pour ça qu'elles apprennent l'une de l'autre. Yeah, that's why they're learning from each other. Against these two top enemies, civilization states. Je suppose que ces deux ennemis majeurs, ces États-civilisations, la Russie et l'Iran, membres des BRICS, membres de l'OCS, membres de l'intégration eurasiatique, c'était plus qu'évident, même avant le 28 février. Maintenant, c'est parfaitement clair pour tout le monde. Alors je dis toujours que je ne peux pas m'empêcher de rire quand je vois ces soi-disant analystes politiques américains de salon qui viennent seulement de le découvrir. Les mots se rejoignent. Quelle bande d'idiots. Jésus, Nima, désolé, je dois y aller. Nima, I'm sorry, I gotta go. Obrigado. Unfortunately. Exatamente. I have to. Merci. Merci infiniment, Pepe, d'être avec moi aujourd'hui. For being with me today. My enormous pleasure. C'est un immense plaisir. Un immense plaisir. Nous continuerons à échanger. Oui, j'ai trouvé une image à laquelle je tiens particulièrement. Le chat mort, le chat du protocole d'accord. C'est comme Ulysse sur un radeau, au milieu d'un océan déchaîné sous la colère de Poséidon. Mais le chat mort est toujours là, sur le radeau, et il n'est pas au fond de la Méditerranée. Cela veut dire que le chat mort est encore vivant. This means that cat is still alive. Yeah. Good. Bien, merci, Pepe, merci. Obrigado. Merci, salut, Alex Canoe. Vous tous, La lutte continue. bien sûr. Bye bye. Salut. Cheers. Bye-bye. Bye-bye.